Bonjour à toutes et à tous, voici l'exposé modèle pour le cours sur la mondialisation. Alors la question qui m'a été attribuée est la suivante: l'État est-il totalement dépassé à l'heure de la mondialisation? Pour répondre à cette question, je vais développer les points suivants. Je vais tout d'abord définir ce que c'est l'État, ce cadre qui organise nos sociétés modernes. Je vais ensuite parler du franchissement des frontières des États par certains flux. Un des arguments, en troisième point, qui nous laisse à penser que l'État, c'est un cadre qui est dépassé à l'ère de la mondialisation. Et je donnerai des arguments qui, justement, soutiennent cette thèse. Quatrièmement, je vais présenter d'autres arguments qui, eux, nous laissent à croire que non, l'État, il garde un rôle à jouer à l'heure de la mondialisation. Je vais ensuite parler du triangle d'incompatibilité de Roderick, qui parle du choix que doivent faire les États dans leur insertion dans la mondialisation. Et finalement, je conclurai avec les points à retenir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un État? J'ai trouvé dans la source secondaire qu'il faut 5 éléments nécessairement pour pouvoir avoir un État. Tout d'abord, il faut un territoire, donc un espace avec des frontières, une population qui habite sur le territoire, qui a donc la nationalité et si possible le sentiment d'appartenir à une même collectivité, un même groupe. Troisièmement, il lui faut un gouvernement qui dirige et il contrôle le territoire. Et surtout, c'est le seul à pouvoir assurer le monopole de la violence légitime. Ça veut dire que c'est le seul, en gros, qui a le droit d'utiliser la violence contre les citoyens et les étrangers résidents. Quatrièmement, euh, il faut qu'il y ait un principe de souveraineté, c'est-à-dire que l'État, c'est le seul à pouvoir exercer ses compétences de manière pleine et exclusive sur son territoire. Il n'a donc aucune compétence sur d'autres territoires. On va en parler juste après. Finalement, dernier élément, il faut que l'État, pour qu'il puisse exister, soit reconnu par les autres États de la planète. Généralement, ça se traduit par le fait d'adhérer à des organisations internationales comme l'ONU. Donc voici les 5 conditions pour pouvoir avoir un État. Maintenant, l'État tel que je l'ai défini ici, il n'a pas toujours existé. Les humains, ils sont organisés de plein de manières différentes. On a eu des empires, on a eu des peuples nomades qui eux avaient des territoires très vastes et dont l'ancrage territorial était plus large. On avait des sociétés dont l'organisation reposait sur des allégeances tribales et ethniques, ou encore des sociétés humaines organisées par des pouvoirs religieux. Mais voilà, dans l'histoire européenne se développe à un certain moment la notion d'État. Alors quel est le contexte? Avant les États, on avait des royaumes. Et notamment, l'Europe vivait en ces temps-là des guerres des religions, avec des persécutions entre catholiques et protestants. Et du coup, il y avait certains princes ou certains rois qui allaient faire des incursions sur les royaumes des autres pour sauver les catholiques ou sauver les protestants. Euh, Avant l'existence de l'État, il n'y avait pas d'institution politique, il y avait une relation directe entre les individus et les seigneurs. Le pouvoir était donc un bien privé. Et quand on était dans la féodalité, donc avec les royaumes, il y avait une très forte fragmentation de l'espace politique. Il y avait plein de petits royaumes. Maintenant, à l'issue de cette guerre des religions en Europe, qui dura près de 30 ans, on a l'État moderne qui naît lors de la signature des traités de Westphalie en 1648. Et en fait, c'est à ce moment-là que intervient le quatrième principe que je vous ai présenté avant, à savoir le principe de souveraineté. À partir de ce moment-là, chaque État va être souverain sur son territoire et sera interdit d'aller sur les territoires des autres. À partir donc de la signature du traité, qui définissent un certain nombre d'États ici sur la carte, donc les États à la signature du traité de Westphalie, on voit qu'il y a encore plein d'États dans l'actuelle Allemagne, donc à l'intérieur les frontières du Saint-Empire romain germanique, et on voit aussi différents États en Italie. Donc à partir du traité de Westphalie, toute intervention dans un État dans les affaires intérieures d'un voisin est interdite. Chaque État est réputé souverain à l'intérieur de ses frontières. Et donc il y a une distinction nette entre l'intérieur policé par l'État et dans lequel celui-ci exerce son monopole de la violence légitime et l'extérieur où il n'a aucune autorité. À l'intérieur de ses frontières, l'État va assurer la sécurité publique sur la base d'un contrat social et va protéger ses citoyens contre les agressions des puissances étrangères. À l'extérieur, il va interagir avec les autres États sur la base d'un principe d'égalité via sa diplomatie et en signant librement des traités, mais également dans le cadre de conflits armés. Ce modèle de l'État, il naît
en 1648 et il va progressivement se diffuser sur la Terre jusqu'à être le modèle principal d'organisation des sociétés humaines. Et le nombre d'États il va fortement augmenter, notamment lors de la décolonisation, de la vague de décolonisation, au moment où les empires coloniaux vont se retirer. Et ensuite, les pays coloniaux vont se retirer et on va avoir la création de nouveaux pays. On voit ici la vague des décolonisations sur cette carte dans les années 60 qui conduit le nombre de pays inscrits à l'ONU à augmenter pour atteindre 193 en 2020. Maintenant, je vais vous présenter l'argument principal qui nous laisse à croire que l'État il est un peu dépassé avec cette mondialisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les flux de différentes natures y franchissent de plus en plus facilement ces frontières. On parle bien évidemment des capitaux. Euh, Ils circulent facilement, notamment depuis qu'on a déréglementé la circulation des capitaux à l'échelle mondiale dans les années 1980. Avec la signature de traités de libre-échange, les marchandises également franchissent de plus en plus facilement les frontières avec une diminution des obstacles au commerce, qu'ils soient tarifaires ou non tarifaires. Les informations également circulent plus facilement à l'ère de la mondialisation, notamment avec l'avènement d'Internet, etc. Certains États essayent de lutter contre ça, notamment en mettant en place des mesures de censure. On peut penser à Google en Chine, par exemple. Mais bon, d'une manière générale, pareil, les informations, les idées franchissent de plus en plus facilement les frontières. Comme nous l'avons vu en cours, par contre, les hommes, ils franchissent, oui, de plus en plus les frontières, mais c'est ceux qui, parmi les différents flux, rencontrent le plus d'obstacles au franchissement des frontières étatiques. Euh, D'ailleurs, je vous présente avec cette carte issue d'une petite recherche le nombre de murs présents à la surface de la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin de la guerre froide, donc avec la chute du mur dans les années 90, il y a 27 000 km de barrières qui ont été créées, alors qu'on vit dans un monde libre, post-communiste, dans lequel tout devrait pouvoir circuler beaucoup plus facilement. En 2019, il y a 40 000 km de barrières et de murs sur près de 65 murs qui sont construits ou planifiés, que vous voyez apparaître sur cette carte. Donc on voit le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique, celui entre Israël et Palestine, mais on en a aussi aux portes de l'Europe avec la Hongrie ici qui a développé un grand mur, et aussi aux frontières de l'Inde, Bangladesh, Pakistan. Donc, oui, les flux, ils franchissent de plus en plus facilement les frontières, ce qui nous laisse à croire que les États, ils arrivent de moins en moins bien à gérer tout ceci. Ils sont un peu dépassés. C'est le premier argument que vous voyez apparaître ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains États qui n'arrivent simplement pas à contrôler les flux, et il y en a d'autres qui décident de les contrôler ou de ne pas les contrôler. Ça va dépendre de quoi? Du degré de développement du pays. Est-ce qu'il arrive techniquement, s'il le souhaite, à contrôler ces flux ou pas? Ce n'est pas toujours le cas, selon l'État. Et si l'État a les moyens de contrôler les flux, ça va dépendre des choix politiques qui sont faits dans les pays de vouloir contrôler les flux ou pas. J'ai donné l'exemple des accords de libre-échange que l'on peut signer ou pas, de la déréglementation financière qu'on peut encourager ou pas, le contrôle des frontières pour les humains qu'on peut ouvrir ou plutôt fermer, la censure sur Internet, etc. etc. Donc, c'est dans une certaine mesure des choix politiques qui sont faits de contrôler ou pas les flux dans les pays qui en ont les moyens. Autre argument pour dire que l'État il est dépassé, c'est que on voit une fragmentation de l'espace politique. Il y a près de 193 pays en 2020, comme vous l'avez vu, alors que dans un monde qui est rétréci, la multiplication des États conduit à l'existence de plein de petits États. Et donc, dans un monde rétréci, c'est clair qu'ils auront de moins en moins de pouvoir. Donc, certains s'allient entre eux pour faire des alliances supranationales. On peut donner l'exemple de l'Union européenne. Ou alors, ils essayent de s'entendre entre eux dans la gouvernance mondiale ou le multilatéralisme. Ce qui nous laisse à croire, du coup, que l'État, il perd du pouvoir un peu par le haut. Il s'allie avec d'autres et, du coup, il perd un peu de ses prérogatives. D'un autre côté, il peut aussi être attaqué par le bas. Il peut se fragmenter de l'intérieur, avec notamment les indépendantismes, donc des gens qui veulent créer leur propre État, parce qu'ils ne se sentent pas bien dans l'État dans lequel ils sont. On peut donner les exemples de la fragmentation de la Yougoslavie, mais aussi actuellement de la Catalogne ou de l'Écosse qui veulent devenir indépendants. Un autre argument qui peut
nous laisser croire qu'il est de plus en plus dépassé, c'est qu'il a de plus en plus de difficultés à assurer un contrat social qui est acceptable par la population, donc d'avoir des inégalités qui restent acceptables et tout le monde sentir qu'il fait partie d'un même bateau, en quelque sorte. Cinquième argument, c'est qu'il peut y avoir des crises identitaires lorsque on ouvre culturellement ou économiquement une société. C'est quoi les crises identitaires? Il peut y avoir deux types de crises, ou le repli identitaire qui se transforme par un rejet de l'autre, ou alors, d'une autre manière, des questionnements dans le cadre d'une ouverture du type en réalité, qui suis-je? Qu'est-ce que ça signifie, par exemple, d'être suisse, alors que j'ai des sentiments d'appartenance qui sont multiples, plusieurs pays d'origine. Qu'est-ce que cela signifie? Voici les challenges qu'a l'État à l'ère de la mondialisation. Maintenant, je vais quand même développer certains arguments qui nous disent non, il a encore un rôle à jouer qui est important. Tout d'abord, il assure encore les fonctions régaliennes. Donc, il assure la sécurité, il contrôle le territoire. Autre argument, il reste encore souhaité par un certain nombre de peuples qui veulent devenir indépendants et créer un État. Je donne un exemple, les Kurdes ou les Palestiniens. Donc ça reste souhaitable. Pourquoi, troisième argument, ça reste souhaitable? C'est encore le cadre le plus efficace pour réunir collectivement une population et mettre en place la démocratie, avec des politiques publiques. Autre argument, et on le voit avec la crise du Covid, les États, ils dépensent beaucoup d'argent. Donc ceci nous laisse à croire qu'ils ont un rôle important à jouer encore. Dernier argument, peut-être le moins fort, le multilatéralisme, donc les organisations et les institutions internationales sont basées sur l'existence des États, même si elles essayent dans une certaine mesure de les dépasser un peu, elles sont basées sur l'existence des États. Je vais maintenant passer aux choix que s'offrent aux États dans leur insertion dans la mondialisation. Alors, on a les trois pôles. Si on poursuit deux objectifs, on ne peut pas poursuivre le troisième. Les pôles, qu'est-ce qui signifie? Celui d'en haut, la forte intégration économique, c'est qu'il n'y a plus de barrières entre les pays au niveau économique, pour les capitaux, pour les entreprises, pour les marchandises. Les États souverains, c'est les États donc qui vont continuer à régler le fonctionnement de l'économie et les décisions vont se prendre à l'échelle des États. Le troisième pôle, c'est les possibilités pour les peuples de décider collectivement et démocratiquement des règles économiques dans lesquelles ils souhaitent vivre. Roderick, il est prof à Harvard d'économie. Alors qu'est-ce qui nous explique? Si on poursuit deux pôles, on ne peut pas poursuivre le troisième. Alors on va faire les trois cas de figure. Dans le cas de figure qui est présenté ici, les États-nations ils gardent leur pouvoir, on décide encore au niveau des États-nations, mais on a une forte intégration économique. Euh, ben, dans ce cas de figure, on est un petit peu dans le cas de figure actuel, dans lequel l'économie domine le politique, et dans le monde ultralibéral dans lequel on se trouve en grande partie. En réalité, selon Roderick, il dit que les États ils pourront en réalité pas décider de grand-chose si on s'organise comme ça. Par exemple, ils ne pourront pas augmenter les impôts s'ils le décident. Pourquoi? Parce que l'argent, les capitaux et les entreprises pourraient quitter un pays et le peuple n'aura pas la possibilité, par exemple, de mettre en place des politiques économiques démocratiques. Alors ça vaut pour les impôts, mais aussi pour les politiques sociales ou les normes environnementales. Les États, selon Roderick, là, ils sont obligés de s'aligner sur le reste du monde. Du coup, les États, ils sont en concurrence et en réalité, ils ne pourront pas décider de grand-chose. Deuxième cas de figure présenté par Roderick, le cadre un peu irréaliste où il le dit clairement, pas réalisable, voire utopique, ce serait le cadre où les États-nations, ils auraient plus de pouvoir et il y aurait une forme de démocratie et de gouvernement mondial qui définit les règles pour l'humanité entière. Et du coup, ici, on pourrait démocratiquement décider à l'échelle mondiale de politique économique, si on le souhaiterait. Mais voilà, il voit bien la réalité, les difficultés qu'ont l'Union européenne même à créer une union à l'échelle continentale font qu'on est très loin d'un gouvernement mondial. Dernier cas de figure, c'est donc celui que défend Roderick, on va dire, c'est en gros que si on reste dans un système où les États gardent de leur pouvoir, et si on veut pouvoir faire des politiques économiques démocratiques, donc les États gardent une marge de manœuvre, il faudrait sortir un petit peu de la mondialisation très intégrée économiquement, donc on chercherait une mondialisation plus modérée, et les États-nations ils remettraient des règles sur les flux, par exemple des droits de douane pour les marchandises ou des contrôles des capitaux pour les mouvements des capitaux, et à ce moment-là ils pourraient avoir des politiques économiques démocratiques.
Par exemple, augmenter les impôts ou alors mettre des nouvelles normes environnementales. Alors j'ai trouvé peu d'acteurs parce que c'est plutôt un débat théorique, mon exposé. Je vais quand même parler des gouvernements. Donc l'intention d'un gouvernement, c'est diriger l'État, démocratiquement ou pas, et surtout servir les intérêts des citoyens. Ici, dans les pages qui me sont attribuées, les stratégies développées par les États, c'est de mettre en place des politiques publiques ou pas, de diriger les fonctionnaires et l'administration, et dans un certain nombre de cas, contrôler les flux ou pas, et pratiquement mettre parfois en place des murs migratoires ou pas. J'ai un peu tiré le raisonnement par les cheveux en disant qu'il y a un certain nombre de gouvernements d'États qui sont fragiles, qui ont les mêmes intentions, mais eux, ils n'arrivent pas à contrôler les différents flux qui traversent les territoires. Un troisième acteur que j'ai regroupé sur le thème indépendantiste, c'est donc tous les peuples qui souhaitent avoir leur propre État pour pouvoir mettre en place certaines politiques publiques. Alors les stratégies, elles ne sont pas développées dans l'article, mais généralement, il y a deux options. Il y a des actions militantes ou démocratiques pacifiques ou militaires et violentes. En conclusion, on peut dire que oui, l'État il est quand même bien dépassé à l'ère de la mondialisation, notamment parce qu'il contrôle de moins en moins les flux, que ce soit un choix ou pas, ou qu'il y arrive ou pas. Il est attaqué par le bas, par les indépendantistes qui veulent fragmenter les États de l'intérieur, mais aussi par le haut, par le fait que les États, dans l'ère de la mondialisation, ils se regroupent entre eux parfois dans des alliances supranationales où ils perdent un peu de leur pouvoir. La montée des inégalités qui accompagne la mondialisation fait aussi que l'État il arrive difficilement à limiter les inégalités. D'autres arguments nous disent qu'il n'est pas totalement dépassé, notamment c'est le cadre où s'exerce la démocratie, il dépense encore beaucoup d'argent et il n'a pas perdu tout contrôle et il exerce encore les fonctions régaliennes. Voici ce qu'il y a à retenir de mon exposé. Pour le préparer, j'ai utilisé cette bibliographie que je vous demanderai de mettre en page selon le guide du TA, comme j'ai fait ici. Dans cet exposé, vous trouvez également le nombre de minutes correspondant à l'exploitation des deux sources. Vous pouvez vérifier. Et voici le schéma que je ne présenterai pas ici, mais qui doit être intégré au PowerPoint de votre exposé, car il est évalué et compte pas mal de points. Une prochaine vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du schéma. Je vous remercie pour votre écoute.